Vraiment merci d'abord à vous d'avoir accepté, une fois de plus que la CNAM présente son rapport charges et produits. C'est un document qui est absolument capital pour, l'intégralité des acteurs de santé. On est, 273 aujourd'hui là. On avait 540, inscrits, donc c'est vraiment, un énorme café-Nil en ce qui nous concerne. On est très, très content de ça et on est très content de cette fidélité qui s'instaure entre la CNAM et nous pour faire justement de mieux comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de ce rapport qui est extrêmement dense, contrairement à ce que disent un certain nombre de personnes et que vous avez taclé au passage avec, un brio qui, vous caractérise et je dois reconnaître que ça m'a fait plutôt plaisir et donc on va vous écouter avec Grégoire pour prendre la subscientifique moelle de ce rapport qui, traditionnellement fait aussi d'abord, une large part de la politique de santé, avec une trentaine de propositions qui sont tout à fait, intéressantes, en particulier sur la maladie rénale chronique et puis des avancées dans différents domaines, en particulier le dépistage du cancer. Voilà, c'est des points qui sont tout à fait capitaux, dont on a besoin en population. Parce que les choses doivent avancer sur ces pathologies, en particulier ces deux-là. Et donc, je vous passe la parole avec un immense plaisir. Bah, merci beaucoup pour, votre invitation. On est évidemment très heureux de pouvoir présenter le rapport chargé produit. C'est vrai que comme vous l'avez dit, chaque année, c'est un très gros travail de l'assurance maladie, donc on est content d'avoir des lecteurs. On vous remercie de faire partie de de ces lecteurs et c'est vrai que c'est un rapport qui est assez, assez technique, mais qui évidemment s'adresse à la fois, au gouvernement, à la représentation nationale, mais, à tous les acteurs du système de santé, à tous les acteurs, qui s'intéressent au système de santé. On n'a pas vocation à, voilà, à donner, des leçons, des recommandations, sur tout. On essaie de voilà, l'objectif, hein, de Charges et Produits, c'est vraiment d'essayer de faire de la transparence sur nos données. On a de très bons statisticiens, de très bons économistes qui essaient de faire parler ces données, d'une année, sur l'autre. Je pense que c'est important, voilà, de rendre ces données, publiques, d'essayer d'apporter des 1ers, d'en tirer les premiers enseignements. Évidemment, on n'a pas du tout, la science infuse, à l'assurance maladie, donc on fait, chaque année appel à des contributeurs, extérieurs, des professionnels, des sociétés savantes et cetera, qui viennent nous aider à analyser les données. Et puis, il y a souvent des propositions qui sont aussi voilà, de continuer à interpréter les données dans un contexte, différent pour savoir si, nos interprétations sont les bonnes. On y reviendra, par exemple, sur la consommation de psychotropes. En tout cas, voilà, merci pour l'attention portée, au rapport charge et produits et c'est vrai qu'on a tenu avec, Thomas Fathomme cette année à maintenir évidemment sa publication, même malgré l'instabilité, institutionnelle, que vous connaissez. Mais il nous semblait évidemment utile, plus qu'utile, de maintenir cet exercice de transparence par rapport, aux Français et aux acteurs de santé. Donc ouais, Grégoire, c'est à peut-être toi. pour présenter, bon, mais rapidement, puisque vous êtes des fidèles lecteurs, mais quand même la structure du rapport. On retrouve, hein, comme chaque année, toute une partie diagnostic, avec à la fois sur un panorama du système de santé, à la fois l'état des lieux financiers, la cartographie des pathologies et des dépenses, hein, qui est également disponible en open data, la cartographie de l'offre de soins, également disponible en open data, et puis les indicateurs de santé publique qui sont maintenant mis à jour tous les ans pour avoir un regard sur l'évolution en termes de dépistage, de vaccination et un regard notamment sur les actions mises en place par l'assurance maladie et leur impact sur ces indicateurs. On a également le suivi des indicateurs financiers. Comme vous le savez, l'année dernière, il y avait eu un travail important et novateur sur la financiarisation et donc on continue à nos analyses sur cette thématique-là, notamment à travers la mise à jour des indicateurs sur le secteur de la biologie médicale. Et puis en diagnostic également, la 3e année de l'Observatoire des délais d'accès aux médicaments, l'Observatoire européen, en coopération avec l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni.
On retrouve ensuite les fameux fils rouges, donc nos thématiques qui sont année après année développées à travers des analyses statistiques, médicales, économiques. Donc le fil rouge d'abord par pathologie, où cette année on traite des maladies cardiovasculaires associées et des cancers. L'analyse populationnelle, où cette année on traite la santé des 12-25 ans et la santé des femmes. Donc ce sont deux nouvelles thématiques qui sont cette année traitées dans le rapport chargé-produit, avec à la fois des panoramas sur l'état de santé de ces populations et puis également des zooms sur certains sujets spécifiques, et on reviendra dessus. L'organisation des soins, donc tout ce qui a trait à la vie conventionnelle, à la permanence des soins notamment. Les analyses sectorielles, donc cette année qui se focalise sur le secteur du transport et sur également des analyses nouvelles sur le médicament, je reviendrai dessus. La santé numérique avec téléconsultation, intelligence artificielle également intégrée à la pratique professionnelle, et puis un dernier fil rouge qui fait son apparition et qui s'inscrit dans la volonté de l'assurance maladie de s'intégrer dans la transformation écologique du système de santé. Et donc, à travers la décarbonation et la santé environnementale, on a cette thématique qui est traitée dans le cadre du rapport. Et puis ensuite, la troisième partie du rapport, donc, qui sont les actions de pertinence et d'efficience à travers à la fois les actions de gestion du risque et puis également les 30 propositions pour améliorer la prise en charge des patients et l'efficience du système de santé. En Non, c'est parce contexte qu'on a fait également, un Futurecast avec Patrice et en Benoît. contexte, je ne sais pas si c'est Laura Et Conning qui a son micro ouvert et quand on peut-être. décroche, des fois, il y a J'aime des bien faire parents, régulateur, je vous le dis. Donc voilà. Et par ailleurs, le contexte un peu global dans lequel s'inscrit ce rapport, c'est tout d'abord un déficit important. Alors, il s'est nettement réduit par rapport à 2022. On est maintenant actuellement à un peu plus de 11 milliards d'euros de déficit. Donc, on a une réduction extrêmement forte du déficit par rapport à 2022, où le déficit s'élevait à 21 milliards d'euros. Mais ce qu'on peut aussi anticiper, c'est que d'après les dernières prévisions, si rien n'est fait, on s'inscrira dans un déficit qui se stabiliserait aux alentours dans ces ordres de grandeur. Et donc, on voit bien l'importance d'avoir une politique de santé ambitieuse et de porter des propositions telles que je fais le rapport. Et puis un autre élément de contexte qui est bien démontré dans la cartographie des dépenses et des pathologies, qui est donc mis à jour chaque année, qui est un travail extrêmement précieux et unique de l'assurance maladie, qui permet d'avoir une cartographie des pathologies de l'ensemble des patients qui sont remboursés par l'assurance maladie. On voit une très forte dynamique des maladies chroniques, avec 24 millions de personnes qui consomment des soins en lien avec une maladie chronique. C'est plus 1,5 million de patients qui souffrent d'une maladie chronique par rapport à 2015. Et puis des évolutions très fortes sur certaines pathologies, sur le diabète notamment, avec plus 320 000 patients en 2 ans, sur les maladies cardiovasculaires, plus 120 000 patients en 2 ans. Et donc tout cela justifie toutes les analyses qui sont présentées au sein du rapport. Et donc, je vais passer la parole à Marguerite maintenant sur la partie organisation des soins notamment. Alors sur la partie organisation des soins, pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui a été, écrit. Peut-être insister sur 2 choses. La première, c'est comme, vous le savez, nous avons signé cette année, une convention médicale. On a mis, 18 mois à la signer, mais on a fini par la signer et donc on est voilà, c'est une très bonne nouvelle, je crois, pour le système de santé et pour sa stabilité, hein, puisque ce contrat existe entre les médecins libéraux et l'assurance maladie. Et ce contrat, il prévoit notamment des objectifs en matière d'accès aux soins. C'est la première fois qu'on a ça dans une convention médicale, c'est-à-dire des objectifs collectifs à la fois de la part des médecins et de l'assurance maladie pour améliorer l'accès aux soins des patients. Donc, on a 10 objectifs qui ont été fixés, qui sont des objectifs chiffrés. Et ce qu'on va proposer, c'est de mettre en data visualisation et donc d'avoir sur notre site internet le suivi, finalement, l'observatoire de l'accès aux soins, qui est un observatoire qui soit en open data pour tous et que vous puissiez voir par département, par région, et cetera. Au-delà des données qu'on montre déjà, par exemple, sur la densité médicale ou sur le nombre de professionnels en secteur 2, mais que les différents indicateurs de l'accès aux soins sur lesquels on a travaillé, par exemple, le nombre de patients sans médecin traitant, la file active, et cetera, que toutes ces données-là, elles puissent être montrées au grand public, qu'elles puissent être suivies au niveau territorial et qu'elles servent, voilà, d'outils
pour tous les acteurs de la santé et les collectivités territoriales, bref, tous les gens qui veulent améliorer l'accès aux soins. L'idée, c'est qu'on a signé cette convention, ce contrat entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, mais on l'a fait évidemment pour améliorer l'accès aux soins de tous les assurés sociaux et on aura besoin de l'intervention de tous les acteurs de santé. Et donc, cette restitution publique, elle nous semble indispensable et donc on espère pouvoir produire cet outil d'open data début 2025. Premier élément sur l'accès aux soins, peut-être pour vous redire également qu'on a pas mal retravaillé sur la partie soins non programmés. Les soins non programmés qui font toujours beaucoup parler d'eux, parce qu'on a le sentiment qu'il y a des très gros problèmes en matière de PDSA et cetera. Donc on a essayé de redonner la doctrine, qui est la doctrine, finalement commune, au ministère et à l'assurance maladie, qui est une doctrine, qui est partagée aussi avec, les médecins libéraux, qui consiste à dire que quand, un patient ressent une urgence, bah, le premier réflexe, c'est d'appeler son médecin traitant, qu'ensuite il y a de la régulation médicale, que cette régulation médicale, elle doit être soutenue parce qu'une fois sur 2, elle fait, tomber, ce qui est identifié comme une demande de soins du patient, mais qui n'est pas un besoin de soins et qu'on ait ensuite un système, que ce soit en journée avec le SAS ou, le soir et le week-end avec la PDSA, qui soit un système, qui, donne la priorité, j'allais dire, aux organisations, territoriales qui sont organisées, qui participent à la PDSA et que, les systèmes de cotation, de majoration concentrée sur, voilà, les professionnels qui, s'engagent dans la PDSA. Je dis ça parce que, il y a des fantasmes sur le fait que, la France n'est pas du tout couverte en termes de PDSA, ce qui n'est pas vrai. Mais dans l'autre sens, on n'est pas non plus à 100 du territoire couvert et donc on a cet effort encore à aller faire et voilà, pour que le ressenti des patients, et des assurés sociaux, ne soit pas celui d'un vide quand ils ont, une urgence, on a besoin d'être très transparent sur, ces différentes étapes et notre proposition, j'allais dire ultime, c'est on va lancer à la rentrée, le produit qu'on avait annoncé, dans un chargé produit précédent qui est, le fait d'avoir accès en temps réel au système de pharmacie de garde, de son territoire. Donc ça permettra de savoir de manière gratuite, où est l'officine, de garde et l'idée, c'est qu'on puisse étendre ce service à terme à tous les systèmes de garde, du territoire. Le numéro, à contacter, le service, de PDSA, et puis on pourrait même imaginer avoir un système, qui permette de connaître le temps d'attente pardon, aux urgences, enfin quelque chose qui soit beaucoup plus transparent, pour le patient par rapport à une offre de soins, qui peut sembler limitée, mais qui est aussi, souvent un problème d'information et de connaissance de l'offre de soins du territoire. Beaucoup d'autres choses sur l'offre de soins, mais je vous laisserai nous réinterroger sur ce qui vous intéresse, le plus. Je me permets de passer, peut-être directement à la partie pathologie que vous avez, évoquée en introduction. Si peut-être une chose, supplémentaire sur la partie offre de soins. On a, on a mis en évidence une expérimentation qui a été, lancée par les orthophonistes, qui est une plateforme de régulation, de la demande et qui nous a semblé vraiment intéressante puisque les orthophonistes maintenant, elles sont en grande partie en accès direct et donc elles se retrouvent avec un besoin de soins, en tout cas une demande de soins qui n'est pas régulée par le médecin traitant. Et c'est compliqué pour elles, bah, de pouvoir faire en tout cas de pouvoir gérer cette file d'attente de patients et donc elles ont fait quelque chose de très intelligent. Alors je dis elles, parce que ce sont majoritairement des femmes, mais elles ont créé une plateforme qui leur permet, à 3 niveaux. D'abord d'apporter de l'information, notamment aux parents, pour que les parents puissent auto-évaluer le besoin en orthophonie de leur enfant. Ensuite, il y a une régulation téléphonique où, une orthophoniste prend les parents au téléphone pour essayer de comprendre, le besoin et ensuite, s'il y a un besoin qui est avéré, il y a un système de coupe-file et en fait, dans toutes les professions qui sont en accès direct ou qui ont vocation à avoir, une large partie de leur activité en accès direct, je pense aux masseurs-kinés, je pense aux orthoptistes et cetera. Le fait d'avoir à un moment donné ce système d'autorégulation qui est pas une régulation par, les pouvoirs publics et cetera, mais qui est un système d'autorégulation de la profession pour éviter l'antisélection des patients les plus graves, les plus sévères et cetera. C'est un système qui nous a paru vraiment intelligent, et que l'on souhaite recommander à l'ensemble des professionnels qui sont concernés. Sur les pathologies chroniques, on a, c'est un peu la 1re fois, alors évidemment
Pour tous les gens, autour de cette table, ce n'est pas une surprise, le principe des comorbidités et du fait que quand vous avez une pathologie, chronique, vous en avez souvent plusieurs. Mais c'est vrai que d'un point de vue, en tout cas des recommandations scientifiques et la manière dont, le système de santé traite ces recommandations scientifiques, le terme de maladie vasculaire et associée est assez nouveau. La Haute Autorité de Santé va publier quelque chose, normalement dans l'année sur le sujet et on a essayé de mapper ça pour la première fois. C'est-à-dire qu'on connaît aujourd'hui dans la littérature scientifique, les liens qu'il y a entre, AVC et le risque cardiovasculaire augmenté, le fait que, quand vous avez, un syndrome coronarien aigu et ben, en fait, dans 30 des cas, vous avez un diabète. Bref, toutes les pathologies, cardiovasculaires et celles qui sont associées, c'est-à-dire, essentiellement diabète, MRC, BPCO, en fait, c'est des pathologies qui sont liées et on le sait parce qu'il y a un surrisque. À partir du moment où vous avez une de ces pathologies, il y a un surrisque qui est associé, d'une autre pathologie chronique. On a fait ce mapping pour la première fois et on fera sans doute une publication, là-dessus. Et c'est important pour nous et j'allais dire, il y a un petit saut, en termes de conception parce que jusqu'à présent, quand vous parlez des maladies, chroniques, on faisait une année le diabète, une année l'insuffisance cardiaque et cetera. Et là, en fait, c'est la première fois qu'on va, essayer d'avoir une approche vraiment intégrée. C'est-à-dire qu'en fait, un patient, il n'est pas soit BPCO, soit diabétique, soit insuffisant cardiaque. En fait, il entre dans la maladie cardiovasculaire et associée par une de ces pathologies et à partir de ce moment-là, la probabilité pour qu'il en ait une autre, elle est très forte ou la probabilité pour qu'une autre survienne est très forte et donc ce patient-là, il doit rentrer dans un parcours qui doit être un parcours intégré et qui ne soit pas en silo entre, les différentes, prises en charge et évidemment, ce qui apparaît le plus clairement et on l'avait montré les années précédentes, c'est que on a fait un focus, comme vous l'avez dit, sur, la maladie rénale, chronique et j'allais dire à peu près comme pour l'insuffisance cardiaque et à peu près comme pour le diabète. On a montré que, les patients étaient incidents à 30 au moment d'une hospitalisation et donc au moment voilà, au niveau, élevé de la maladie, de gravité, au moment d'une décompensation, enfin voilà et donc on a quand même un tiers des patients qui sont, diagnostiqués extrêmement tardivement dans la maladie, alors même que c'est des patients qu'on pourrait attraper beaucoup plus tôt en dépistage et notamment avec le codépistage et on se rend compte que, les patients qui sont atteints de diabète ou les patients qui ont de l'HTA et cetera, en fait, la fréquence, du diagnostic des autres pathologies, est pas respectée, ou insuffisamment respectée et donc on a un vrai travail à faire, là-dessus et c'est notamment, ce qui a été travaillé là sur la maladie rénale, chronique, mais on a un vrai enjeu maintenant à parler au système de santé de manière intégrée sur l'ensemble de ces pathologies. Petite particularité aussi évidemment sur, la maladie rénale chronique, c'est le sujet greffe. Ça, c'est vraiment spécifique à la maladie rénale, chronique et donc on a, travaillé sur le plan greffe, travaillé avec, l'agence de biomédecine, avec les associations de patients. L'objectif étant, d'augmenter, le nombre, de dons, et donc, de dons, vivants ou pas, mais on a besoin d'augmenter les capacités, on a besoin, d'augmenter, les possibilités aussi, de dons et donc on fait un certain nombre de recommandations sur le, sujet. Sur la santé des jeunes, je ne sais pas si c'est toi Grégoire ou moi qui continue, je crois que c'est toi. Je peux prendre la main 2 minutes sur ça, si ça te va? Oui, c'est vrai qu'on a voulu faire un nouveau zoom, hein. C'est la partie pathologie. On avait fait des focus sur les personnes âgées, sur les enfants et c'est vrai que la santé des jeunes, c'est une thématique, nouvelle dans le cadre, du rapport chargé-produit. Donc il y a à la fois, et je vous laisserai vous y référer, un panorama de l'état de santé de la population des jeunes qui est globalement en bonne santé. On a certains jeunes, par contre, qui souffrent de pathologies graves et donc on a une forte concentration des dépenses, 1 des jeunes qui concentrent 40 des dépenses de cette classe d'âge, voilà, pour des pathologies extrêmement graves. Donc, on a ce diagnostic, je dirais, ce panorama sur l'état de santé des jeunes. Et puis également, on a fait un focus sur la prise en charge liée aux troubles liés à la santé mentale, où on a vraiment un constat, je dirais, sans appel, avec une très forte hausse des jeunes de 12-25 ans qui ont consommé au moins un psychotrope dans l'année. C'est une hausse de presque 20 et donc on est passé de 790 000 jeunes qui avaient au moins une fois pris un psychotrope dans l'année
à plus de 936 000 jeunes. Donc, on est vraiment sur des évolutions extrêmement fortes, et cela entre 2019 et 2023, donc dans un laps de temps très court, et notamment lié, et c'est démontré par d'autres à la crise sanitaire. On a des évolutions extrêmement fortes sur certains types de psychotropes, plus 60% pour les antidépresseurs. Donc, on a vraiment des évolutions très fortes, et plus 38% pour des antipsychotiques qui sont pourtant des psychotropes qui sont, qui sont destinés à la prise en charge de maladies psychiatriques chroniques graves. Et donc, on a véritablement un enjeu extrêmement fort. Et donc, dans le rapport, ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin, face à ces constats qui nous alertent, de réaliser une conférence de consensus pour comprendre ces évolutions. Est-ce que c'est un meilleur dépistage? Est-ce que c'est une meilleure prise en charge? Est-ce que on a une dégradation importante de l'état de santé? Et quelles sont les solutions à mettre en place? Et comment on accompagne également les professionnels dans la prescription et dans la prise en charge de ces troubles liés à la santé mentale? Car on voit sur certains psychotropes, et notamment sur des durées de traitement, des types de psychotropes, parfois des pratiques qui peuvent s'éloigner des recommandations. Et donc, voilà, c'est un constat fort, et qu'il nous faut accompagner autant, mais c'est aussi l'occasion, ces fils rouges, ils sont là aussi pour mettre sur la table des constats, les développer, et année après année, faire des suivis. Et donc, c'est ça qu'on s'apprête à faire sur la santé des jeunes, et notamment la santé mentale des jeunes. Deuxième thématique dans l'approche populationnelle, une nouvelle thématique également sur la santé des femmes, où on a fait un certain nombre, là encore, l'idée c'était pour la première fois de traiter cette problématique avec à la fois un panorama de l'état de santé des femmes, comparaison hommes-femmes, ou sur les maladies ou les risques de santé spécifiques aux femmes. Et on a décidé de se focaliser sur 4 thématiques. La première thématique sont les maladies cardiovasculaires et respiratoires, qui sont des maladies qui peuvent se manifester avec des symptômes parfois différents chez les hommes et chez les femmes, ce qui peut entraîner des retards de diagnostic et des augmentations de la mortalité. On a pour certaines pathologies des taux de mortalité équivalents entre hommes et femmes, alors même que la prévalence est beaucoup plus importante chez les hommes, pardon. Et donc, on a vraiment ce besoin sur ces pathologies-là, d'avoir une analyse spécifique pour les femmes, et de comprendre et de pouvoir limiter au maximum le retard de diagnostic pour mettre en place une prise en charge efficace. Deuxième thématique, l'endométriose, qui est une pathologie qui touche de nombreuses femmes, qui a longtemps été méconnue, et donc pour lequel on a un véritable besoin à la fois de dépistage et puis de prise en charge. Donc, dans le rapport chargé produit, et c'est aussi dans ce rapport-là, vous verrez sur plusieurs chapitres des comparaisons internationales. On se compare, on va voir ce qui se passe ailleurs, et comment certaines thématiques sont traitées, pour aussi s'en inspirer. Donc, sur l'endométriose, on a eu 2 axes pour ces comparaisons internationales. À la fois, quel panier de soins est défini pour la prise en charge de l'endométriose. Et donc, c'est souvent un triptyque traitement antalgique, traitement hormonal et chirurgie, avec parfois d'autres soins qui peuvent être adjoints à ces 3 prises en charge qui font consensus. Et puis également, quelle est la solvabilisation de ce panier de soins, avec au Danemark, par exemple, un panier de soins prédéfini et restreint, pour lequel une prise en charge est acceptée. Et puis en Italie ou en France aussi, où on a la possibilité, à certains stades de sévérité de la pathologie, d'avoir une prise en charge au titre d'une affection de longue durée, donc d'avoir une prise en charge d'un panier de soins un peu plus large. Et donc, c'est sur ces sujets-là qu'on s'est attardé, avec un premier bilan sur le dispositif de la prise en charge au titre d'une affection de longue durée pour l'endométriose. Cette prise en charge a été multipliée par 2,4 depuis 2019, donc c'est une forte hausse, mais on reste sur des niveaux assez limités par rapport à la prévalence supposée de la pathologie. On a ensuite un troisième axe qui est la prise en charge des femmes victimes de violences, avec un constat sans appel, 240 000 femmes qui, en 2022, ont subi des violences, et c'est en hausse de 14% par rapport à 2021. Et donc, on mène notamment une analyse sur les maisons des femmes et ces solutions qui permettent d'être des lieux d'accueil, des lieux de reconstruction, des lieux de prise en charge et des lieux d'organisation de la prise en charge victimes de violences. Et puis enfin, l'exploitation aussi des données de la direction des risques professionnels, avec les accidents du travail et les maladies professionnelles, où on voit des fortes différences genrées en termes d'incidence, avec notamment les maladies professionnelles qui ont fortement cru au sein des femmes, et avec depuis 2009 qui sont aussi nombreuses chez les femmes.
avec les troubles musculo-squelettiques, les épisodes dépressifs qui sont surreprésentés. Et puis également, sur les accidents du travail, une baisse globale des accidents du travail, mais qui cache en fait depuis entre 2013 et 2019 une hausse pour les femmes. Et donc, c'est l'ensemble de ces analyses qui sont menées avec un certain nombre de propositions d'agir pour le cœur des femmes, en lien avec le professeur Mounier-Veillé notamment, où l'objectif est de dépister de façon plus systématique les femmes du risque cardiovasculaire notamment, et puis de développer ces travaux notamment sur les maladies respiratoires. Également, sur l'endométriose, une proposition forte d'accompagnement de la prise en charge du dépistage, avec notamment la participation de l'assurance maladie à l'évaluation de l'endotest, qui doit permettre de mettre un mot sur cette maladie, de dépister cette maladie pour notamment limiter l'errance diagnostique qui est extrêmement importante dans cette pathologie, et puis également soutenir le développement des maisons des femmes. Ensuite, je vais peut-être sur les analyses sectorielles, je vais passer aux analyses sectorielles, ça te convient Marguerite, ou si tu veux, ok. Donc sur les analyses sectorielles, on a donc un certain nombre d'analyses. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on a poursuivi nos travaux sur la financiarisation. Donc, ça, je vous laisserai en prendre connaissance, notamment en organisant une journée avec nos homologues européens sur le sujet de la financiarisation et comment ils avaient traité ce sujet-là. Donc, il y a des enseignements de cette journée de partage qui avait été organisée entre l'assurance maladie et l'Observatoire européen. Donc, ce sont les conclusions un peu de cette journée pour continuer à porter ce sujet de la financiarisation au débat. Il y a également des analyses sur la biologie médicale, donc dans la suite des travaux qui avaient pu être menés, et puis également des analyses sur la biologie hospitalière, et notamment les coûts de production de la biologie hospitalière, pour se donner certaines références en termes d'organisation sur les analyses. Et puis, donc peut-être il y a également un focus sur les transports. Donc là, à la fois avec des analyses sur nos données, sur la croissance des transports, hein, c'est des évolutions extrêmement fortes, 6,3 milliards d'euros qui ont augmenté de 9% en 2023 par rapport à 2022. Donc vous verrez, il y a des analyses à la fois sur les sous-jacents de cette évolution, à la fois l'évolution des prix, l'évolution des volumes, l'évolution de la structure, avec les taxis qui prennent de plus en plus de parts de marché au sein des transports, et puis également des comparaisons internationales assez fortes sur à la fois la prise en charge, quelle socialisation de la prise en charge des transports, et puis également en termes de panier de soins, et puis d'incitation et d'optimisation, incitation à la fois au transport partagé, comment les pays sont arrivés à des niveaux de transport partagé importants, et puis également comment ils ont arrivé à rationaliser finalement l'offre de transport par rapport aux besoins, notamment avec le développement des plateformes. Donc, développement sur tous ces sujets-là. Je vais faire plutôt un zoom sur, parce que ça me tient à cœur, les médicaments, évidemment, avec la 3e année de l'Observatoire européen des délais d'accès. Donc, pour vous rappeler, hein, cet observatoire, c'est un observatoire qui est réalisé en collaboration avec la Haute Autorité de Santé et l'Agence nationale de sécurité du médicament, en collaboration avec nos homologues allemands, anglais, italiens et espagnols, où toute l'année, on sélectionne un certain nombre de produits, donc c'est 50 médicaments qui ont été sélectionnés parce qu'ils apportent un progrès thérapeutique. Ils représentent 10% de l'ensemble des dépenses pharmaceutiques, donc c'est des médicaments qui ont une dépense associée extrêmement importante. Et sur ces médicaments-là, on compare nos délais d'accès avec chaque pays qui renseigne les données liées au délai d'accès pour tous ces médicaments-là. Ce qu'on peut voir, c'est que la France, et notamment grâce aux accès précoces et aux accès dérogatoires, présente un délai d'accès à ces 50 produits qui est parmi les meilleurs des 5 pays, avec 15 jours avant l'autorisation de mise sur le marché, l'accès à ces produits-là. En Espagne, c'est 62 jours, et en Allemagne, c'est 38 jours après l'autorisation de mise sur le marché. L'Angleterre, 232 jours, et l'Italie 244 jours. Donc on voit bien que ces dispositifs d'accès dérogatoire et également l'ensemble des dispositifs de prise en charge des médicaments permettent un délai d'accès rapide aux médicaments apportant un progrès thérapeutique. C'est des constats qu'on peut faire pour les médicaments les plus innovants, donc les médicaments avec une amélioration du service médical rendu 2 ou 3, et
puis, dans ces 50 médicaments, c'est là où on voit la puissance du dispositif des accès dérogatoires et notamment d'accès précoce, puisque 32 médicaments qui apportent un progrès thérapeutique ont bénéficié, parmi ces 50, ont bénéficié d'un accès précoce et ils sont disponibles 71 jours en moyenne avant leur autorisation de mise sur le marché. Il y a d'ailleurs dans le rapport une analyse poussée du dispositif d'accès précoce et notamment de la réforme de 2021 avec on voit que ce dispositif a connu un vrai succès. On avait 40 000 patients qui étaient traités par des produits en accès précoce en 2021. On est à plus de 120 000 aujourd'hui. C'est 1,5 milliard d'euros qui sont destinés aux produits qui sont en accès précoce. Et donc, on voit que les industriels se sont saisis de ce dispositif et que ce dispositif permet véritablement de donner accès à ces innovations thérapeutiques à un grand nombre de patients, puisque quand on parle de plus de 120 000 patients, c'est véritablement un dispositif qui s'est imposé dans le paysage de la prise en charge des médicaments pour rendre les médicaments innovants disponibles. Ensuite, sur les médicaments, on a une analyse également importante sur les médicaments orphelins. Ce sont des médicaments donc destinés aux maladies rares, moins de 5 personnes pour 10 000 habitants. Donc, ce sont des produits qui doivent toucher moins de 30 000 patients en France. On a 64 000 patients actuellement qui bénéficient de médicaments orphelins. On a une hausse extrêmement forte du nombre de médicaments orphelins entre 2019 et 2022, puisqu'on a eu une hausse de 36% des médicaments orphelins. On est passé de 75 produits à 102 produits. Et en termes de dépenses, c'est véritablement une explosion, puisqu'on est passé de 2,2 milliards d'euros à 3,9 milliards d'euros. Donc on voit là encore que le dispositif français permet l'accès à des médicaments rares, à des médicaments qui sont chers et qui, évidemment, traitent des pathologies qui sont parfois, qui touchent parfois un faible nombre de patients, mais les dispositifs qui sont mis en place, notamment dans le cadre de l'accord cadre entre le CEPS et les entreprises du médicament, permettent de donner accès à ces médicaments innovants dans une large part. On a une petite proposition, mais peut-être pour y revenir très rapidement, ce qu'on voit, c'est que le corollaire de tous ces dispositifs et de cette forte finalement ouverture du marché du médicament aux innovations, aux médicaments orphelins, a un corollaire qui est l'explosion des remises ces dernières années. On est passé de 1,4 milliard d'euros en 2017 à plus de 7 milliards d'euros en 2023. Donc on voit que c'est difficile de faire sans maintenant ou d'ignorer ce phénomène des remises quand on parle de 7 milliards d'euros. Et c'est un surcoût pour l'assurance maladie qui est lié à la distribution. En effet, ce qu'on constate, c'est que comme les marges des distributeurs, que ce soit les pharmaciens ou les grossistes, sont calculées en fonction du prix public, l'écart grandissant entre le prix public et le prix réel, et cet écart qui est caractérisé par la hausse des remises, cet écart a un surcoût pour l'assurance maladie qu'on estime en 2022 à 150 millions d'euros. Donc, ce qu'on propose dans le rapport, c'est notamment d'introduire dans les discussions de l'accord cadre entre le comité économique des produits de santé et les entreprises du médicament une possibilité pour les laboratoires pharmaceutiques de rembourser finalement ce surcoût pour l'assurance maladie de la hausse très forte de l'écart entre le prix public et le prix réel payé. Donc peut-être maintenant, je vais laisser la parole à Marguerite. J'ai assez parlé, je crois. Et non, c'était passionnant. Non, au contraire, c'est passionnant. C'est ça qui est extraordinaire dans le rapport chargé-produit, c'est que vous avez fait un document qui mérite qu'on l'emmène sur la plage pour pouvoir l'étudier pendant les vacances. Là, c'est vraiment sympa, là, vous pouvez pas nous faire plus plaisir. Je vais pas peut-être pour qu'on ait le temps d'avoir des questions-réponses, vous dire rapidement qu'il y a aussi une partie sur la décarbonation du système de santé, puisque l'assurance maladie s'est engagée depuis 2 ans sur le sujet. On a un enjeu en 2050, objectif du GIEC. Le système de santé, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre, la moitié étant liée aux produits de santé. Donc, on a un enjeu très fort de sobriété. Il faut que le système de santé, comme tous les autres secteurs, parvienne à la neutralité carbone. Et donc, on a un certain nombre de dispositifs, parmi lesquels on a travaillé, alors vraiment sur la base d'une initiative des infirmiers libéraux. Vous avez dû voir passer ça cette année.
qui s'appelait Balance ton gaspille. Et en fait, c'est vrai que les infirmiers libéraux, les infirmières libérales, elles passent leur vie à aller chez des patients où elles voient des montagnes de médicaments, de matériel, de pansements, etc. Et donc, là, l'idée, c'était vraiment de donner à voir cette initiative et puis de l'amplifier en faisant une proposition qui a été discutée et avec les infirmiers et avec les pharmaciens. C'est que pour la délivrance de pansements. La délivrance, c'est-à-dire que le pharmacien ne délivre en primo-délivrance, ne fasse pas une primo-délivrance de plus de 7 jours, ce qui permet, le cas échéant, à l'infirmier qui est en contact avec le patient de corriger la prescription pour la réduire, pour adapter la taille des pansements, etc. Et donc, l'objectif étant qu'on arrive à avoir un système qui est plus sobre sur notamment ce sujet des pansements et du petit matériel qui encombre le domicile des patients. Mais il y a évidemment d'autres propositions sur la question de la décarbonation et de la santé environnementale à laquelle on s'intéresse également. Peut-être un avant-dernier mot sur la santé numérique qui fait maintenant aussi partie de nos fils rouges. On revient sur la téléconsultation avec une analyse à plat voilà, de la part de la téléconsultation aujourd'hui dans l'activité de soins, sachant qu'on est dans une période encore intéressante puisque, comme vous le savez, notamment pour les plateformes de téléconsultation, c'est l'année où elles doivent se faire référencer pour obtenir un agrément. Donc, en fait, c'est un marché qui est en train de se réguler. On verra l'année prochaine ce qu'il en est, mais donc l'objectif, c'était de bien clarifier, j'allais dire, l'état de l'art en matière Un petit d'encadrer problème de connexion. le Marguerite, on vous entend plus. Peut-être sur ouais, je vais peut-être sur la téléconsultation. Oui, Heu, oui, donc il y a des c'est vrai que l'idée, c'était un peu de faire un bilan puisque maintenant on est, à peu près à 12 millions de téléconsultations, par mois. Ça y est, bah, tu es revenu. Vas-y. ah, désolée, je ne sais plus à quel moment je vous ai quitté, mais Au panorama, panorama sur la sur la télécon téléconsultation. voilà, donc en tout cas pour vous dire que vous avez des OK, et donc ce que je vais vous dire comme ça, on éléments va sur le sujet. passer vas-y, vas-y, bon. On adore ce C'est moment. c'est les inconvénients du direct, ça, c'est pas grave. Oui, oui. Santé numérique, pareil, on fait un vas-y, Grégoire. OK, Il y a eu non, mais oui, oui. l'instabilité. Donc juste, comme ça, tu retrouves une connexion. Je te laisse le temps de retrouver une connexion. Et donc, sur la téléconsultation, il y a tout un panorama à la fois sur la place des plateformes, sur le rôle en termes d'accès aux soins, notamment sur qui a recours aux plateformes, qui a recours à la téléconsultation en fonction de la zone géographique. Est-ce que le bénéficiaire a un médecin traitant ou non? Pour pouvoir aussi, en fonction de son âge, pour pouvoir caractériser finalement ce recours et avoir vraiment une vision globale finalement de quel est le service rendu par la téléconsultation à la population. Et puis par ailleurs, il y a un zoom également sur les prescriptions d'antibiotiques, où là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même des prescriptions d'antibiotiques qui sont assez équivalentes entre les téléconsultations et les consultations, alors que normalement, souvent, les prescriptions d'antibiotiques nécessitent un examen clinique. Et donc, on interroge finalement cette pratique. Et donc, voilà, je pense que c'est ce contexte-là où on est maintenant un peu en rythme de croisière sur la téléconsultation. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui de s'interroger sur sa place. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle à des assises de la téléconsultation pour un peu définir et comment se servir aussi de ce nouvel outil après le Covid. J'ai l'impression que tu es connectée là, Marguerite, tu es connectée avec nous. J'espère que je suis de retour. Est-ce que vous m'entendez Oui, bien? oui, on Oui, vous oui. entend très bien. OK, super, désolée pour ça. Peut-être pour vous dire aussi qu'il y a tout un chapitre sur les dispositifs, numériques. Et qui sont évidemment, enfin, qui représentent un secteur, dont la régulation bouge beaucoup avec des très gros enjeux de savoir comment, ces innovations,
vont pénétrer le marché français. Donc, on fait un tour d'horizon des différents dispositifs d'accès précoce, avec des éléments aussi de comparaison internationale, et puis des éléments aussi sur l'IA et la manière dont l'IA et les dispositifs numériques, notamment à destination des professionnels de santé, se déploient en France. Une proposition que je porte à votre connaissance, qui est celle d'équiper les médecins généralistes d'ECG avec intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que parmi les professionnels de santé, vous avez des professionnels de santé qui ont l'habitude d'acheter, j'allais dire, de l'innovation. C'est le cas pour les radiologues, par exemple. Mais c'est vrai que pour des spécialités plus cliniques, l'accès, enfin le fait de, comment dire, d'investir dans de l'innovation n'est pas quelque chose de très naturel, parce qu'en fait, il n'y a pas d'innovation de rupture depuis longtemps. Or, l'IA peut potentiellement constituer une innovation de rupture, notamment pour l'aide au diagnostic. Et donc, on souhaitait pouvoir accompagner les médecins généralistes avec cette expérimentation-là, de voir si ECG avec IA, c'est de nature à inciter les médecins à faire des ECG, à les accompagner aussi sur l'interprétation des résultats. Et donc, c'est un pari qu'on fait, et en fonction de ça, on verra s'il y a un besoin, j'allais dire, de financement public pour l'équipement de spécialités, notamment cliniques, qui n'ont pas l'habitude d'acheter de l'innovation, puisque c'est pas dans leur pratique. Dernière chose, enfin, le paquet d'économies, comme on l'appelle. Donc, c'est des économies pour 2025. On a cette année un engagement de 1,6 milliard d'euros, donc c'est beaucoup. On a 80 millions sur les pathologies chroniques. Alors, c'est là où je fais une petite incise par rapport aux commentaires qui ont pu nous être faits. C'est vrai que nous, l'essentiel des propositions que nous faisons, et des propositions qui vont avoir un impact médico-économique majeur pour le système de santé, ce sont des recommandations qui visent les pathologies chroniques et qui visent la prévention. Mais évidemment, ces recommandations-là, elles n'ont d'impact, enfin quand vous mettez en œuvre une nouvelle politique sur les dépistages des maladies cardiovasculaires, ou sur le cancer, ou en matière de prévention, le retour sur investissement à l'impact médico-économique, il ne se mesure pas dès la première année. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans ces 1,6 milliard, la partie entre guillemets impact, prévention et parcours est relativement faible. Et puis, vous avez ensuite des économies que vous retrouvez classiquement sur les arrêts de travail, sur les transports. Ce qu'il faut, un élément à avoir en tête, c'est qu'on a environ 60 milliards de dépenses qui sont des dépenses prescrites par des médecins libéraux, d'où l'importance de la convention médicale qu'on a signée avec eux, puisque évidemment les médecins libéraux ont dans leurs mains une très grande partie de la dépense de santé. Et donc, on voit bien qu'une maîtrise, ne serait-ce que de 1 point de la dynamique, ça peut considérablement changer la manière dont on positionne la valeur dans notre système de santé, entre la rémunération des professionnels versus la rémunération du matériel, ou des médicaments. Et donc, cette question du placement du curseur sur la valeur de la chaîne en santé nous semble être intéressante. Et peut-être un dernier élément pour vous dire qu'en matière de lutte contre la fraude, là, il y a de nouveau beaucoup de propositions. Une qui retiendra peut-être sans doute votre intérêt, qui est celle de rendre en fait les arrêts de travail infalsifiables. On a vu exploser cette année les faux arrêts de travail. Il y a des sites spécialisés. Vous pouvez récupérer des arrêts de travail sur le dark web, bref, parce que des médecins se sont fait voler leur numéro RPPS, etc. Donc, on a maintenant des choses assez sophistiquées qui reproduisent assez bien des arrêts de travail. Et donc, la recommandation, mais c'est une bonne nouvelle puisque c'est une recommandation qui s'applique à nous-mêmes. On n'a pas besoin d'avoir d'autres intermédiaires que nous-mêmes. Donc, on annonce ce que l'assurance maladie va faire, mais on va rendre obligatoire soit l'arrêt de travail dématérialisé, soit, lorsqu'il est papier, le fait de passer par du papier sécurisé, donc du papier qui contient voilà, certaines caractéristiques dont je ne dévoilerai pas ici les secrets, mais donc, on va livrer des nouveaux paquets d'ordonnances papier aux prescripteurs. Et normalement, celles-ci, elles sont infalsifiables. Et donc, tout ce qui ressemble à du PDF, à de l'arrêt de travail qui ressemble à un arrêt de travail mais qui n'en est pas, tout ça sera voilà, interdit, en tout cas ne sera plus pris en compte par l'assurance maladie à compter de mi-2025.
On a été assez long, je vous prie de nous en excuser, désolée pour ma connexion. Voilà, je vous propose qu'on s'arrête là dans la présentation, peut-être descendante et qu'on puisse prendre le temps de répondre à vos questions. Ah bah, écoutez, avec grand, grand plaisir. Vraiment merci pour cette présentation qui était extrêmement dense, très riche, et ça fait plaisir de voir toute cette construction se mettre en œuvre. C'est vrai que la stratégie des fils rouges est quelque chose de très intéressant parce que ça permet de suivre d'un rapport à l'autre et pas avoir des choses qui se un petit peu sans enfin, qui sont vues avec une photographie. Là, on a l'impression d'avoir un film qui se déroule et je crois que pour l'analyse de tous les acteurs, c'est vraiment quelque chose d'important. On va prendre des questions tout de suite. La première question, c'était Brigitte Thévenot-Lemoine. Brigitte, tu mets ta caméra, tu Oui, peux ouvrir ton micro et voilà, et tu oui, poses ta bonjour. question. Merci beaucoup. Moi, je suis néphrologue et je suis vice-présidente de l'association France Rein. Donc, on a été vraiment très heureux de voir que vous aviez fait ces préconisations sur le plan greffe et qui correspond tout à fait aux demandes des professionnels et des patients. Toutefois, on voit que beaucoup de ces préconisations dépendent des priorités des directeurs d'établissement et de certaines communautés médicales et avec comme conséquence, par exemple, des financements qui n'arrivent pas dans les services là où ils devraient arriver. Et donc, jusqu'ici, les leviers pour lever ça sont assez difficiles à mettre en place. Est-ce que vous avez des idées sur des leviers qui pourraient être mis en place pour améliorer cet état de fait? Merci. Alors, en tout cas, on voulait souligner, déjà dans le rapport qu'on a clairement un problème enfin, c'est vrai que souvent enfin, vous connaissez le sujet, par cœur beaucoup mieux que nous, mais c'est vrai qu'on limite souvent le sujet à la question du don, mais c'est vrai qu'on a un sujet aussi d'offre de soins, et donc c'est ce qu'on voulait aussi dire dans le rapport, c'est qu'on a un sujet de capacité, de soins, notamment pour les greffes, et donc voilà, l'idée, c'est de dire, voilà, maintenant l'assurance maladie, elle va surveiller cette offre de soins, et on a, alors on a été prudent dans les premières, recommandations. Il y a une question de savoir, quels établissements, peuvent être, autorisés à faire, à pratiquer certains actes et cetera. Donc on y va prudemment, mais en tout cas, on met un premier pied dans la porte sur le fait de dire qu'on a un sujet d'offre de soins et que ce sujet d'offre de soins, il doit à minima être surveillé, et s'il n'est pas correctement surveillé, il faudra sans doute aller un peu plus loin, soit dans la alors je ne sais pas si le terme c'est coercition, surveillance, élargissement des autorisations, mais en tout cas, de se dire qu'il va falloir qu'on utilise ces leviers-là dans un 2e temps, si on continue, dans le fil rouge, de constater, le fait qu'il y ait voilà un problème d'offre. Oui, c'est un vrai problème. La question d'offre de greffons est quelque chose qui. Il y a Greffe de Vie, qui est un collectif dont fait partie France Rein d'ailleurs, qui milite là-dessus. Et je crois qu'il faut qu'on fasse quelque chose parce que quand on voit qu'à l'heure actuelle, toutes les mesures législatives prises sont des mesures qui ne sont pas appliquées par les équipes médicales en particulier, et que dès qu'il y a un refus qui est objectivé ou une hésitation, l'équipe ne bouge pas. C'est vrai qu'on n'est pas du tout dans une attitude qui est une attitude pro-greffe. On est dans une attitude qui est, on va dire, je dirais un peu traditionnaliste par rapport à ce qu'a toujours fait la France, quoi. Il faut que vous preniez des mesures là-dessus. Je crois que tout le monde les attend. C'est vraiment quelque chose d'important. Anne de Dan, tu voulais poser une question. Pardon, bonjour, merci à Marguerite et à Grégoire de cette remarquable présentation du livre de plage de l'été. Je vous souhaite le tirage de Guillaume Musso ou de, je ne sais pas quel, Marc Lévy. Moi, j'ai une question qui est plus politique. Il n'y a pas de gouvernement, enfin, il y a un gouvernement, mais voilà, il n'y a pas de parlement. Il y a un PLFSS qui doit être déposé en gros au 1er mardi d'octobre. Est-ce que le PLFSS sera chargé produit? Et si oui, est-ce que ça ne pose pas un tout petit sujet démocratique?
Alors là, je vais essayer de répondre dans les limites de ce que Oui, me... le joker, hein, mais non, mais on est entre Non, nous. non, mais c'est une vraie question. En fait, ce qu'on est en train de vivre est inédit. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on s'est posé la question, est-ce qu'il faut qu'on rende chargé produit dans le même calendrier que les années précédentes? Enfin, en fait, c'est des questions nouvelles qui se posent. Nous, le rapport chargé produit, d'un point de vue institutionnel, c'est un rapport qu'on remet au gouvernement et dont le gouvernement doit ensuite, peut ensuite s'inspirer pour proposer des mesures dans le cadre de la LFSS. Il s'avère qu'au fur et à mesure des années, de toute façon, le rapport chargé produit, il contient des propositions législatives, mais il y a aussi plein de propositions qui ne sont pas de nature législative. Donc des choses, entre guillemets, des recommandations qu'on s'adresse à nous-mêmes, assurance maladie. Donc en fait, on est plus transparent sur notre action à venir. Et pour ce qui concerne la LFSS, ce qui est sûr, c'est que là, compte tenu du timing, c'est-à-dire que normalement, à cette époque-là, à cette période de l'année, le ministère de la Santé est déjà en train de faire des réunions à Matignon pour arbitrer les mesures du projet de loi, et les envois au Conseil d'État démarrent début septembre. Donc on voit bien que de toute façon, on ne sera pas dans ce calendrier-là. Nous, en tout cas, la meilleure chose, entre guillemets, qu'on puisse faire, je crois qu'on a pris la bonne décision, à savoir qu'on a maintenu nos propositions qui seront à la disposition du prochain gouvernement, des prochains du Parlement. Je veux dire, on a peut-être aussi, alors c'est au-delà de la LFSS, mais le Parlement aura sans doute aussi la possibilité de se saisir de certaines propositions que nous avons faites. Et même si on aura sans doute un PLFSS qui aura une tête un peu différente cette année et qui sera, en tout état de cause, plus court. Voilà, les propositions que l'on a faites, elles sont valables pour dans 2 ans, pour dans 3 ans. Charge au législateur, j'allais dire, de s'en saisir s'il le souhaite. Je ne sais pas si ça répond à votre Non, question, mais mais vous pouvez pas dire autre chose, hein. Ça pose un vrai sujet démocratique, mais ça, ni vous, ni moi, n'y pouvons rien, hein. On va faire avec et moi je trouve que le fait d'avoir le rapport chargé-produit, c'est pas simplement il y a bien entendu toute la part des décideurs, mais il y a la part des acteurs de santé qui est essentielle et c'est un document sur lequel on peut travailler, sur lequel, il y a des choses qui sont, extrêmement importantes pour les prises en charge des patients. Alors c'est vrai qu'il y a tout le côté, démocratique comme tu dis, mais je crois qu'il y a aussi, toute cette mine d'informations qui est de plus en plus riche et touffue presque, parce que le rapport chargé-produit, pour le lire, il faut passer quelques week-ends dessus quand même. Pour l'écrire, j'imagine que vous passez encore plus de temps, mais pour le lire, ah oui, ça, je vous confirme que Grégoire, il passe beaucoup, 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 beaucoup de temps. voilà. Je trouve que c'est une mine d'informations dont il ne faudrait pas priver les acteurs et à ce titre-là, le fait que vous l'ayez maintenu à titre personnel est quelque chose de tout à fait essentiel. Stéphanie Haïm, vous avez une question à nous poser. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation complète, comme le rapport chargé produit qui fait 400 pages, donc merci beaucoup. J'avais des petites questions à vous poser sur la biologie médicale, comme vous pouvez vous imaginer. Donc, premièrement, sur la maladie rénale chronique, je suis ravie d'apprendre que c'est une priorité nationale. Est-ce que vous pensez qu'il sera possible demain de faire au laboratoire d'analyse un dépistage de la maladie rénale chronique au vu de populations ciblées type diabétique, hypertendu, maladie cardiovasculaire, insuffisance cardiaque, obésité, enfin tout ce que vous connaissez par cœur. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, je voulais savoir si pour les IST sans ordonnance, on aurait des libellés à part, parce que je sais que c'est plus simple pour faire des statistiques au niveau de l'assurance maladie, pour savoir ce qui est sans ordo et avec ordo, et savoir combien de gens on a dépisté avec et sans ordo. Donc, je trouve que c'est toujours bien de faire des libellés à part. Et puis, dernière question, pour le dépistage du cancer colorectal, donc je suis ravie de voir que vous avez mis les sujets du dépistage des cancers en priorité nationale. Est-ce que dans les laboratoires de ville, on pourra distribuer les kits de dépistage des cancers colorectal? Donc voilà, merci beaucoup pour vos réponses. Alors, je vais faire un premier élément de réponse et puis Grégoire, n'hésite pas à compléter. Ce qui est clair, et ça répond par ailleurs à une question que j'ai vue dans le chat,
quand on parle des pathologies cardiovasculaires et associées, et quand on parle de retard de dépistage, c'est essentiellement du retard de dépistage biologique. Et donc, on a un sujet de réalisation des examens biologiques. Et donc, ce n'est pas du tout un sujet pour nous de coût, comme je l'ai vu passer pour l'assurance maladie. Nous, on est prêt à investir beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que tous les patients chroniques se fassent correctement dépister en laboratoire de leur comorbidité. Donc ça, c'est un axe très fort. Comment est-ce qu'on va travailler sur ce sujet avec les biologistes? Il faut qu'on y travaille avec vous, en fait. La question de savoir dans quelle mesure est-ce que vous intervenez dans cette stratégie. Vous êtes évidemment un acteur central du dispositif, mais est-ce que effectivement, selon certains, pour certains patients dans un certain cadre, vous pouvez faire certains dépistages? Moi, je pense que l'avenir va plutôt dans ce sens-là. Enfin, je ne vais pas vous donner des réponses qu'on n'a pas écrites dans le rapport, hein, mais je pense que oui, je pense qu'on va en tout cas dans une logique où il faut qu'on ait un maximum d'acteurs qui fassent de la prévention, et qu'il faut que les acteurs qui sont les mieux placés pour faire certains actes de prévention puissent les faire. Et donc, je ne sais pas pour le dépistage du cancer colorectal, mais c'est clair que on a un problème que d'ailleurs on ne s'explique pas avec Grégoire, on en parlait, qu'on va sans doute creuser pour l'année prochaine. Pourquoi est-ce que des patients qui sont diabétiques, des patients qui ont des problèmes, qui ont déjà une pathologie chronique, pourquoi est-ce que les examens réguliers qui doivent être faits de biologie pour dépister les comorbidités ne sont pas réalisés? C'est une vraie question. Et en fait, on le voit dans nos chiffres qu'ils ne sont pas réalisés. Pourquoi ils ne sont pas réalisés, et comment est-ce qu'on fait, au-delà de la sensibilisation des médecins et des assurés, comment est-ce qu'on fait pour passer, j'allais dire, ce cap en matière de respect, ou en tout cas de fort taux d'atteinte des dépistages qui sont recommandés? C'est une question, et c'est une question qu'il faut qu'on travaille notamment avec vous. Avec grand plaisir. Et d'ailleurs, je voulais vraiment vous féliciter pour ce que vous avez fait sur le dépistage du cancer du col de l'utérus. Je trouve que vraiment, enfin, on va pouvoir, nous, les laboratoires, être pleinement acteurs, et pouvoir proposer aux patientes de le faire au laboratoire, et notamment les patientes difficiles d'accès. Voilà, je ne vais pas vous refaire le topo, vous connaissez par cœur. Mais on aimerait aussi, enfin, on ne comprend même pas pourquoi le dépistage du cancer colorectal, on n'y a pas accès alors que c'est des tests biologiques, et qu'il y a 1 tonne de professionnels de santé qui ont accès, et nous, non, alors que c'est un test biologique. Donc, c'est juste une incompréhension. Peut-être qu'on verra en parallèle avec la DGS. Mais en tout cas, j'en profite pour vous féliciter sur ce que vous avez fait sur le dépistage du cancer du col. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Bruno Lamotte, question suivante. Oui, merci beaucoup. Alors, je ne vais pas être très original en vous félicitant pour la qualité du travail. Je n'amènerai pas forcément à la plage, mais en tout état de cause, je pense que c'est un excellent travail. Vous l'avez dit, c'est un travail qui a été concerté. Il y a eu beaucoup d'auditions, de rencontres, et je pense que là aussi, c'est la démocratie en action, et je pense que c'est un mécanisme important. Sur le champ des maladies rénales et des propositions qui sont faites, notamment en matière d'accélération du plan greffe, moi je pense qu'on peut se féliciter de la plupart d'entre elles, qui sont effectivement convergentes avec la volonté des acteurs de faire avancer les choses, et notamment les efforts de contractualisation dans le cadre des CEPOM entre les ARS et les hôpitaux, qui peut quand même permettre d'instaurer une forme de contrainte à aller plus vite et à aller mieux dans l'offre de soins. C'est très bien. J'avais une interrogation sur la méthodologie en matière d'évaluation de ce qui pouvait basculer dans l'urologie dans le champ de l'ambulatoire, parce que ça nous apparaissait être très important, et on n'a pas forcément totalement compris la méthodologie qui a présidé à cette évaluation. Un second point, mais je ne vous surprendrai pas, Marguerite, on est assez réticent sur la dernière proposition sur la partie plan greffe qui vise à intégrer les hôpitaux privés dans la greffe donneur vivant. Je sais que vous prenez les précautions les plus utiles, mais je pense qu'il y a d'autres méthodes de coopération entre le public et le privé, sans doute plus facile à mettre en œuvre et plus sécure pour les patientes et les patients. Puis ensuite, un dernier point,
Je pense que ce qui est extrêmement intéressant dans le rapport, en dehors des propositions, c'est l'analyse des parcours des patients vivant avec une maladie rénale et notamment l'algorithme qui a permis de chiffrer le nombre de personnes avec une maladie rénale certaine. Et encore une fois, l'analyse du parcours 2 ans avant, qui voit qu'on a quand même beaucoup de trous dans la raquette et qu'on on a des moyens d'améliorer le parcours et de faire des économies substantielles à la sécurité sociale. Donc, on a plein de travail en commun à faire dans les prochains temps. Merci. Merci beaucoup. Du coup, je vais vous proposer, c'est pas bien, mais comme c'est des questions qui sont assez techniques et qui demandent qu'on les approfondisse un peu, peut-être vous proposer un rendez-vous à la rentrée et puis qu'on fasse venir, le cas échéant, dans nos équipes, les quelques experts, à la fois ceux qui ont travaillé sur l'urologie et puis moi, j'ai pas de doctrine absolue hein, sur l'entrée du privé ou pas, mais en tout cas, je pense qu'on est dans une situation où il faut qu'on regarde ce qui se passe et qu'on augmente les capacités de prise en charge. Mais c'est pour ça qu'on avance prudemment, puisque l'assurance maladie n'est pas le premier acteur à, comment dire, à émettre des propositions sur le sujet. C'est pas celle qui connaît le mieux. Donc, on essaie de bien comprendre ce qui se passe. Et donc, moi, j'ai pas d'avis tranché, même si effectivement, c'est quand même dommage de voir des services, des listes d'attente, des dons qui sont disponibles, et puis un problème de capacité de capacité opératoire. C'est vrai qu'on se dit qu'il y a quand même c'est quand même dommage. Après, voilà, si vous en êtes d'accord, on peut se faire une réunion à la rentrée, et puis on invitera les experts qui nous ont aidés sur cette partie-là. Oui, c'est vrai, mais Parfait. oui, juste pour compléter, c'est vrai que c'est une analyse qui a été menée à partir de Visushir, où l'idée c'était d'identifier ces jours Bruno? voilà, qui pouvaient faire l'objet d'une hospitalisation à domicile. Et je pense que ce serait avoir un travail en plus. Je pense que cette réunion, elle serait fort à propos. L'idée, c'est aussi ça, chargé produit, c'est de faire des premières analyses pour montrer ce qu'on peut faire et puis ensuite de creuser. Donc, avec plaisir pour faire cette réunion-là et bien identifier les séjours et voir comment on peut dégager un peu de capacitaire sur ça. Et puis dire, parce que je vois que ça intéresse beaucoup, l'idée, c'est de poursuivre ce fil rouge avec des analyses l'année prochaine, notamment sur les donneurs vivants et puis l'entrée en dialyse. Donc, on va essayer de poursuivre et de continuer nos analyses sur tous ces sujets-là. Donc, plus on aura de personnes autour de la table, plus je pense que nos analyses seront pertinentes. Donc, merci beaucoup. Merci Bruno. Je crois que cette invitation à réunion, elle intéresse toutes les associations qui font partie de Grève de Vie. Et je pense que ce serait très intéressant d'avoir une réunion avec vous, justement, avec l'ensemble du collectif, pour avoir une vision qui soit plus holistique de ce que vous voulez faire et partager un certain nombre de constats. Mais bon, je me permets juste de soutenir la Honnêtement, on cause. est très preneurs, hein. On est très Ouais, avec grand preneurs. plaisir. Voilà, on a besoin c'est un fil rouge, comme l'a dit Grégoire, qu'on va continuer de tirer. Il faut qu'on y travaille collectivement. On va pas y arriver tout seul. Donc, on est voilà, très partant pour pouvoir échanger et débattre sur cette question qui est fondamentale et honnêtement complexe. Alors, Jean-François, tu as une question? Oui, bonjour Marguerite, bonjour Grégoire, Jean-François Thébault, Confédération française diabétique. J'avais deux questions techniques et puis une remarque plus générale, outre les félicitations bien entendu. La question technique, c'est sur le budget de l'assurance maladie. Quand on le présente en déficit, on a toujours beaucoup de mal à savoir qu'est-ce qui est lié au dérapage des dépenses et qu'est-ce qui est lié au manque de ressources. On nous annonce un ONDAM, on nous annonce parfois des chiffres de dépassement d'ONDAM et un déficit, et les chiffres de dépassement d'ONDAM ne correspondent pas au déficit annoncé. Donc, on a du mal à faire remarque. Deuxièmement, le PLFSS, je croyais dans mes petites notions, mais moi, je ne suis pas un spécialiste du droit constitutionnel, qu'en cas de problème au niveau des gouvernements, c'était le PLFSS de l'année précédente qui devait être, enfin le LFSS de l'année précédente qui doit être reporté en l'état et que les amendements se font via des propositions parlementaires au moment des débats, et donc que ça apporterait, le rapport chargé produit apporterait toutes ces propositions, mais au moment des débats plutôt que d'être dans le PLFSS. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ou pas? Je ne sais pas, c'est simplement intéressant. Et alors la marque,
c'est une déception un petit peu dans ce que vous avez dit, Marguerite, où on a parlé de la prévention uniquement en termes d'économie. Or, vous avez dit que ça pouvait avoir un impact d'économie à terme, etc. Mais en fait, pour amorcer et avoir des économies, entre guillemets, significatives, il faut des investissements au départ et des investissements importants. Or, on les voit jamais trop apporter parce que les dépenses sont tellement contraintes que vous avez beaucoup de mal à mettre sur la table ce qu'il faudrait pour engranger des économies qui sont toujours à moyen terme, pas plus de 5 ans, pas moins de 5 ans, 10 ans. Et donc, c'est vraiment un plan pluriannuel qu'il faudrait avoir et non pas année par année comme on le fait. Je vais prendre deux exemples. Par exemple, le dosage de la glycémie systématiquement fait chez toutes les personnes qui sont à risque directement dans le labo, comme on le fait pour le VIH. C'est vachement bien ce qu'on fait pour le VIH. Anonyme et gratuit, on va au labo, on se fait un test. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être comme ça pour la glycémie, qui était aussi un problème avec bien plus de patients encore concernés? Et par exemple, un autre exemple, sur l'obésité qui va être un enjeu national. Aujourd'hui, on est extrêmement, comment dire, contraint par le prix d'un médicament qui est discuté actuellement et dont on risque de le voir mis sur le marché non remboursé par défaut d'un accord commercial, alors que ce serait un investissement formidable pour réduire l'obésité et toutes les complications. Donc tout ça, je parle du Wegovy, du semaglutide, vous l'avez imaginé sans même imaginer le suivant qui va sortir et qui est encore plus efficace, le tirzépatide. Donc c'est pour ça, comment est-ce qu'on peut raisonnablement investir massivement sur la prévention en étant contraint dans un budget annuel comme ça? J'avoue que c'est pour ça qu'on a toutes ces difficultés, notamment. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'avoir, sur des plans comme ça qui sont à moyen terme, de faire une autre méthodologie qu'un Ondam annuel? Alors moi, merci beaucoup pour cette question. C'est vrai qu'on est souvent interrogé là-dessus. Comment dire, maintenant que j'ai ma casquette assurance maladie, je m'inscris un tout petit peu en faux par rapport à ce que vous dites, dans le sens où, en fait, indépendamment de l'Ondam, l'Ondam, il est fixé par le Parlement, etc. Mais je veux dire, nous, l'assurance maladie, après, on pilote cette dépense. Et jamais on pilote cette dépense en étant au rabais, par exemple, sur les examens de dépistage. Je vous parlais aujourd'hui, si on a 3 fois plus de dépistage du diabète, on est 3 fois plus content. Je veux dire, il y a pas de politique de régulation du dépistage ou de la prévention chez nous. Donc, il y a effectivement quelques politiques quand vous avez des thérapies médicamenteuses onéreuses. C'est un peu particulier. On a proposé l'année dernière le remboursement de l'APA. Donc ça a été partiellement retenu dans la LFSS, mais donc ça, effectivement, c'est un investissement qui vaut le coup. Mais en fait, quand vous regardez aujourd'hui, moi, c'est ça, c'est ce sur quoi j'aimerais quand même insister pour cette réunion-là, c'est qu'aujourd'hui, la dépense, si vous voulez, je prends les dépistages du cancer ou les dépistages MCVA et associés, il n'y a pas de limite. Je veux dire, nous, on ne dit pas en juillet, ah bah stop, vous avez dépassé la limite de dépenses sur tel sujet ou tel sujet. Ce n'est pas vrai. Et donc, c'est hyper important de se dire, hein, c'est-à-dire que de partir du principe qu'on limite l'assurance maladie, les dépenses de prévention au motif qu'on n'a pas compris que c'était un investissement et qu'on cherche que des économies. Nous, l'assurance maladie, c'est pas on n'est pas qu'un financeur. Nous, notre rôle, c'est un égal accès à un système de santé d'excellence pour tous les assurés. Donc, c'est d'abord la réduction des inégalités sociales de santé. C'est d'abord ça notre objectif. Et donc, nous, sur la prévention, on fait énormément de recommandations sur la prévention. Et honnêtement, s'il y a beaucoup plus d'activités de dépistage, on sera vraiment très heureux. La question, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui… Il faut ouvrir le robinet quand même, Marguerite. Il faut ouvrir le Il est robinet. ouvert. En fait, ce n'est pas une dépense contrainte. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait dans le rapport, on montre que des patients qui ont… pourquoi est-ce que les diabétiques ne sont pas suffisamment dépistés de la maladie rénale chronique? Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Non, mais il y a des freins qui sont successifs qui font que ça revient au même parce que c'est le tuyau d'entrée est compliqué. Il faut aller chez le médecin pour avoir une ordonnance, puis après retourner au laboratoire. Vous voyez, Ok, mais c'est ça, la c'est pas une question complexité d'argent. Ouais, mais c'est pas une question d'argent. Mais C'est une ça question… ralentit le processus.
Absolument, mais mon point, c'est que là, typiquement, on n'est pas dans un sujet d'argent. C'est pas l'assurance maladie qui dit, on a un budget contraint, l'ONDAM, ceci, cela. Ce que vous dites, c'est qu'effectivement, on a un sujet de parcours de soins et d'organisation des soins. Mais du coup, la réponse, elle est différente. C'est pas un sujet de, je veux dire, l'assurance maladie, elle dit pas, on va faire moins de dépistage de la maladie rénale chronique parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent. Et vraiment pas. Et ce rapport, il le montre. C'est vraiment le contraire qu'on essaie de pousser. Et j'ai été maladroite sur la partie économie, mais c'était juste pour dire qu'on nous reproche le fait qu'il n'y a pas suffisamment, entre guillemets, d'économie sur la prévention et les ALD. C'était juste pour dire qu'évidemment, c'est un investissement pour le long terme, et donc c'est normal que ça ne se retrouve pas dans le tableau de court terme. Donc c'était plus là-dessus. Mais pour le reste, typiquement, l'exemple du dépistage de la maladie rénale chronique chez les diabétiques, la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas des taux plus élevés, c'est une vraie question, et je pense que ce n'est pas une question financière. Hein. Voilà. Mais c'est une vraie question. Il faut qu'on y réponde. Mais vous avez souligné le problème de la page. J'ai pas osé le remettre sur la table. Non, mais Jean-François, on a Merci. beaucoup de questions encore. On a encore 5 questions et j'ai pas pris celle du chat. Donc, je suis obligé de passer la parole. Je suis obligé, c'est un plaisir, à Mathieu Del Rio, qui est le président du Conseil national des audioprothésistes. Oui, bonjour, merci pour votre intervention et ce beau travail. Alors, c'est président du Collège national d'audioprothèse, mais on n'est pas loin, ça veut dire la même chose. Moi, je voulais vous interpeller, vous remercier sur la partie économie, où il y a un nouveau grand venu qui est donc la fraude en audioprothèse, hein, qui n'était pas un sujet qui était jusqu'à présent traité. Et puis avec l'explosion du 100% santé, vous savez un petit peu les dérives qu'il y a eu. Donc, vous voulez rechercher, en tout cas, faire des économies à hauteur de 30 millions d'euros, je crois. Et moi, ma question, bon, vous vous en doutez un petit peu, c'est je voudrais avoir votre point de vue sur la pertinence de la mise en place d'un ordre professionnel. Est-ce que vous pensez que ça pourrait, d'une certaine manière, vous aider, hein, tout simplement, à mieux réglementer les choses à ce niveau-là, parce que c'est absolument intolérable, quoi, ce qui se passe avec l'argent public. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout comment fonctionne le droit ordinal, je dois dire, mais en tout état de cause, le fait que les audioprothésistes se soient beaucoup mobilisés à nos côtés pour réguler le marché, les fraudes, etc., c'est clair que c'est très précieux. Donc, je ne sais pas quelle forme doit prendre le partenariat ou l'autorégulation, mais c'est sûr que je ne sais pas si vous pourriez créer un ordre. C'est une bonne question. Je prends la question, j'essaierai de vous y répondre, on essaiera de vous y répondre, mais je ne sais pas si Grégoire a la réponse, mais en tout cas, on travaille, pour nous, c'est très important de travailler avec les syndicats, parce que les ordres, finalement, c'est pas tellement nous, nous, on travaille assez peu avec les ordres, hein, de toute façon, c'est avec les syndicats qu'on travaille, et donc vous nous avez beaucoup aidés, je crois, à clarifier quand même un certain nombre de choses et à éviter certaines dérives. Donc voilà, le partenariat important, c'est d'abord celui-ci, entre guillemets. Hein. Voilà. En tout cas, vous pouvez continuer à compter sur nous et notre dévouement. Merci pour tout. Merci à vous. Merci Mathieu. Philippe, tu as une question? Bonsoir, Philippe Auvrin, je suis directeur de centre de néphrologie et de dialyse. Je vous remercie vivement de mettre en avant le dépistage de ces maladies. Ça fait 17 ans que j'ai ces activités. Et pour une fois, c'est quelque chose qui est en train de s'organiser. Alors, je rejoins ce que vous dites, ce n'est pas une question d'argent, parce que dépister la maladie rénale, c'est une bandelette urinaire. Ce n'est pas une question d'argent. Je pense que vous avez mis le doigt sur une démarche, effectivement, de coordination. Tout à l'heure, les biologistes ont parlé, les biologistes sont prêts à jouer le jeu. Je crois qu'il y a besoin d'une volonté, de tout un ensemble d'acteurs qui ont besoin et je crois que vous auriez peut-être intérêt à faire aussi une réunion avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés par rapport à ces pathologies. On est prêt à jouer le jeu au niveau de la Fédération de l'hospitalisation privée et je pense qu'il va manquer une volonté politique et on va avoir besoin d'une volonté politique. Je vais donner 3 exemples. Les infections nosocomiales ont avancé grâce au ministre Douste Blazy. Les droits des patients ont avancé grâce à Bernard Kouchner et le plan cancer s'est mis en place grâce à Jacques Chirac. Si nous n'avons pas quelqu'un qui prend largement au niveau politique cette démarche de dépistage de ces maladies chroniques, à mon avis, on va pouvoir encore discuter longtemps, mais déjà vous avez mis la première pierre au niveau de la CNAM et je sais que les assurances maladie, pour avoir fait les actions de dépistage, vous nous avez toujours suivis. Donc merci et merci de le porter au niveau national. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir au niveau de nos politiques et notre nouveau ministre de la Santé.
Merci à vous. Il faut en faire une grande cause nationale de cette maladie rénale chronique. Ça permettra peut-être, avec un plan national comme le plan cancer, d'avoir des choses qui sont des choses tout à fait coordonnées et efficaces entre les différents acteurs, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Et de réduire le besoin des greffes. Oui. David Jakoulov, tu as une question. Bonjour Marguerite et Grégoire, et merci encore. J'écho tous les précédents commentaires aussi, et surtout de prendre le temps aussi du dialogue, parce que c'est important, la démocratie sanitaire, un petit peu comme ça en échangeant. De mon côté, donc, je suis médecin de formation, je suis responsable plutôt du côté industriel, Europe, et je suis intéressé par effectivement la partie maladie cardiovasculaire, prévention. Très heureux de voir un investissement dans le dépistage. Et je rebondis un petit peu sur le précédent propos de Jean-François Thébault. Si je fais le lien un petit peu entre deux choses, et c'est une question plutôt pour Grégoire. L'importance, la morbimortalité de maladie cardiovasculaire en France, donc ça c'est bien aussi chiffré par Santé publique France, mais de l'autre côté, aussi l'indicateur, le weight indicateur, qui était celui qui était un petit peu référencé en termes pour les ASMR 1, 2, 3. Quand je regarde un petit peu le paysage de la prévention cardiovasculaire en France en termes de pharmacopée, et que je compare par rapport aux voisins européens, je vois quand même un léger retard, non pas forcément en termes de temps d'accès, mais en termes de qualité de l'accès. Je prends quelques exemples. Les inhibiteurs de PCSK9 que je ne représente pas, c'est juste un truc extérieur. Sur une population cible de 260 000 patients, finalement, on a sur des bases IQVIA 5 ou 6 000 patients qui sont par an, qui ont accès à cause des autorisations préalables, à cause des barrières à l'accès. Donc, je vois un petit peu d'autres exemples aussi, moi, de mon côté, avec un marin. Peut-être vous vous rappelez, vous connaissez le dossier, mais donc la prévention cardiovasculaire avec des preuves cliniques à l'appui. Donc, je voyais, enfin, mon retour d'expérience, c'est deux barrières. Un, clairement, il y a la méthodologie de la HAS, donc ce n'est pas notre propos aujourd'hui, bien entendu, parce que la plupart de ces médicaments sont des ASMR 4 ou 5. Mais deuxièmement, aussi, je pense, le financement. On nous dit, lorsqu'on discute avec les différents partenaires, que ce soit aussi la CNAM, c'est trop cher, mais d'un autre côté, le prix journalier n'est pas élevé comparé au. C'est vraiment une question de volume de patients, de prévalence qui est potentiellement important. Donc, je rejoins un petit peu Jean-François Thébault en disant si on fait le lien entre la priorité sanitaire, un petit peu de la prévention cardiovasculaire, d'un autre côté, les investissements qui ne sont pas forcément compatibles avec un principe qu'on a appris en finance publique, l'annualité des dépenses, etc. Moi, je verrais plutôt peut-être une loi de programmation un petit peu sur la prévention, si vraiment on veut aligner tous les partenaires de santé, comme ils font à la défense, parce qu'effectivement, le système d'annualisation, c'est un petit peu, nous contraint beaucoup. Donc, ma question plus particulièrement, quelles sont vos recommandations un petit peu dans ce contexte-là pour un industriel qui ont des produits innovants qui vont permettre un bénéfice de santé publique, pas à court terme, bien entendu, c'est des investissements long terme, et particulièrement avec ce traitement un petit peu contraint sur le plan budgétaire. Alors, ma recommandation, c'est de venir en France parce qu'on a des excellents dispositifs et je pense qu'on l'a montré. Après, sur l'exemple très particulier des anti-PCSK9, mais j'ai vu que M. Allozy avait levé la main, donc peut-être qu'il voudra en parler, mais on s'est vu tous les mois ou toutes les semaines, je ne sais plus, mais pendant au moins 1 an pour justement faire en sorte que les dispositifs de demande d'accord préalable qui sont là d'abord pour vérifier que les médicaments sont bien utilisés en fonction des indications thérapeutiques remboursables, aussi pour protéger les patients. On a fait en sorte justement que ça soit des dispositifs qui soient les plus fluides possibles et on a levé toutes les barrières à l'accès. Donc après, qu'un médicament n'atteigne pas la population cible qui est telle qu'elle avait été définie par la commission de la transparence, c'est une chose, mais en tout cas, nos dispositifs, ils s'améliorent de jour en jour et ils ne visent pas à mettre des barrières à l'accès aux soins des patients, ils visent à protéger les patients pour que ces médicaments soient dispensés dans les meilleures conditions. Sur l'indicateur weight, c'est justement, il ne se concentre pas sur les ASMR 1 à 3, il se concentre sur l'ensemble des médicaments, donc y compris les 4, y compris les 5. C'est ce qui fait notamment exploser les délais d'accès qui sont
cet indicateur-là. Et par ailleurs, à l'origine, cet indicateur weight ne prend pas en compte les dispositifs d'accès précoce. Or, ce qu'on montre dans le 3e observatoire européen et dans nos différents observatoires depuis 3 ans, c'est que justement, les dispositifs d'accès précoce, ils permettent un accès satisfaisant et rapide pour les innovations et pour les médicaments apportant un progrès thérapeutique. Et c'est notamment pour ça qu'on a fait ça en collaboration avec l'Haute Autorité de Santé, c'est pour vraiment sélectionner des médicaments qui n'avaient pas d'alternative ou qui apportent un véritable progrès thérapeutique par rapport à la pharmacopée actuelle. Donc, et on voit d'ailleurs, et je pense que la démonstration sur les médicaments orphelins, qui montre aussi la grande disponibilité de ces produits, montre qu'en fait, on a quand même des dispositifs qui incitent les industriels à venir en France, à la fois en termes donc, de délai d'accès grâce aux accès dérogatoires, à la fois en termes d'accords cadres avec, par exemple, sur les médicaments orphelins, des dispositifs qui permettent d'avoir des modalités de fixation des prix qui sont quand même avantageuses pour les industriels. Et donc, on a un véritable retour sur investissement. Et si on est passé de 75 produits à 102 produits en 4 ans, c'est bien que les industriels se sont dit que en investissant sur ces maladies rares, ils allaient avoir un retour sur investissement. Et donc, c'est là aussi où nous, on a solvabilisé finalement ces investissements-là. Et c'est extrêmement important puisque, comme le dit Marguerite aussi, notre priorité, c'est de lutter contre les inégalités sociales de santé et donc d'avoir un accès aux soins pour l'ensemble des pathologies, les pathologies rares, les pathologies qui ne touchent pas forcément un grand nombre de personnes. Et donc, ça fait partie du dispositif. Donc, et je pense que les industriels, sur les accès précoces, on est à plus de 250 demandes. Enfin, on a vraiment des dispositifs qui aujourd'hui tournent à plein régime. Et on a vraiment réussi à mettre en place, je pense, des dispositifs qui permettent d'inciter les industriels à venir en France. Et l'explosion des remises, c'est aussi un symbole de ça, parce que les industriels, ils viennent en France parce qu'après aussi, ça sert de référentiel pour l'ensemble des autres pays. Le prix en France, et comme on arrive à avoir accès rapidement au marché, ben, on peut après utiliser ce prix-là sur d'autres négociations. Donc voilà, je pense qu'on voit bien qu'en France, le marché français reste attractif. Et merci beaucoup en tout cas pour votre question et vos réflexions. Sur le pluriannuel, ce que je voulais juste dire, c'est que dans le rapport, justement, on a introduit cette notion de pluriannualité parce qu'on s'inscrit évidemment dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. On participe à l'élaboration de l'ONDAM forcément dans les discussions, mais on a depuis maintenant 3 ans, on valorise tous nos programmes de prévention. On a plus de 700 millions d'euros qui sont valorisés. C'est les actions de prévention, retrouve ton cap qu'on a valorisé. C'est les actions de prévention aujourd'hui sur la maladie rénale chronique. Donc, tous les ans, on valorise nos actions de prévention pour aussi montrer au gouvernement qu'il y a un impact. Alors, ce n'est pas évidemment toujours le jour même, mais que tous les ans, on peut inscrire dans les projets de loi de financement. Et d'ailleurs, souvent, les mesures, elles ont des impacts pluriannuels dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, dans l'annexe 9. Vous avez l'impact pluriannuel de ces mesures, donc c'est valorisé aussi d'une certaine manière. Merci beaucoup, Grégoire, pour ces explications. On arrive à la fin du Café Nil. J'ai le temps de prendre encore une question, si vous nous permettez de dépasser de 2-3 minutes avec les temps de réponse. Xavier Lacour. Oui, bonsoir, désolé. Merci pour cette présentation brillante et très dense. Je vais être rapide, donc je suis Xavier Lacour, je suis consultant. Vous avez parlé de la rubrique qui est nouvelle sur santé environnementale, vous avez évoqué la décarbonation du système de santé qui en fait partie. Alors, ça m'a fait penser en fait à la démarche One Health, une seule santé, dont on entend beaucoup parler. Neil et Olivier participent à l'évangélisation autour de cette approche qui vise en fait à décloisonner les secteurs, les disciplines. Et je me posais la question, une question ouverte, de savoir dans quelle mesure vous penseriez que c'est possible, souhaitable, nécessaire, peut-être de structurer une partie de ce rapport autour de l'approche une seule santé. Et je pensais en particulier à un sujet, je ne sais pas s'il est abordé dans le rapport, je ne l'ai pas encore lu malheureusement, mais le sujet de l'antibiorésistance, qui est un sujet emblématique d'une seule santé, son évolution en France, pourrait par exemple être l'illustration de cette approche. Et je voudrais avoir votre point de vue là-dessus, ce que vous en pensez. Merci. Oui, on est évidemment très, très en soutien de cette approche qui est la seule bonne approche désormais. Peut-être pour vous
vous dire la manière dont on se positionne, parce que c'est vrai que sur la santé environnementale, on a un positionnement, en fait, on n'est pas Santé publique France. Et donc, c'est Santé publique France. En fait, dans les différents acteurs, nous, la question, c'est de savoir quelle valeur ajoutée on peut avoir. Et donc, ce que Grégoire va essayer de faire avec ses équipes d'économistes et de statisticiens, c'est de voir si, par exemple, alors l'antibiorésistance, pardon, pour le coup, ça a été chiffré, on connaît son coût, etc. Mais sur la pollution de l'air, sur l'exposition aux pesticides, en fait, il y a des prévalences qui sont, enfin, des prévalences de maladies qui sont évaluées par SPF, mais le coût associé pour l'assurance maladie, ça n'a jamais été fait. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être essayer de faire. Ensuite, il y a des recommandations qu'on pousse, qui sont plus des recommandations pour les professionnels de santé sur des choses qu'on sait déjà, les phtalates dans les biberons. Donc, on a une campagne sur ce sujet-là. Et puis, par ailleurs, nous, le fait qu'en tant que système de santé, on génère aussi de l'impact carbone qu'il faut réduire. Mais évidemment que la partie One Health est essentielle, sachant que nous, sur la partie, en fait, One Health, c'est quoi? C'est vraiment de se dire, enfin, sous votre contrôle, puisque vous maîtrisez bien le concept, mais c'est de dire finalement dans les facteurs de risque humains, environnementaux, etc., ce sont les mêmes, quoi. Et donc, ils s'amplifient les uns les autres. Donc là, on est vraiment sur de la prévention primaire, c'est le logement, c'est l'alimentation, etc. Nous, c'est vrai que là-dessus, assurance maladie, c'est pas nous qui faisons les analyses scientifiques. En revanche, là où on peut apporter une valeur ajoutée, c'est d'apporter une évaluation financière aux évaluations scientifiques qui sont produites notamment par SPF et ensuite voir dans quelle mesure on peut avoir des campagnes qui peuvent être portées par des professionnels de santé. Ce qui n'est pas évident dans le cadre de One Health, parce que c'est vrai que One Health, par définition, on parle de logement, d'agriculture, etc. Donc, ce n'est pas nécessairement nos publics. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver les endroits où nous, assurance maladie, on peut apporter notre pierre à l'édifice pour être utile sans redire ce que d'autres ont dit, mais apporter une valeur ajoutée, j'allais dire incrémentale, en utilisant nos savoirs et nos compétences propres. Je ne sais pas si Grégoire, tu… Non, mais c'est tout à fait, mais c'est ce qu'on a un peu essayé de faire justement dans le chapitre, vous verrez. L'idée, c'est un peu de définir le rôle de l'assurance maladie, à la fois sur la santé environnementale, mais donc ça comprend à la fois tout ce qui est lié au changement climatique, tout ce qui est lié à l'interaction homme-nature. Donc vous avez dedans l'antibiorésistance, vous avez les virus, les infections, tout ce qui est lié à la pollution. Donc on essaye de définir justement tout ce champ. Et après, ce que je peux vous dire, puisque dans l'élaboration du rapport, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que ces parties-là liées à la santé environnementale, elles se retrouvent souvent dans nos fils rouges et un peu donc c'est pas toujours facile de. Mais après, je pense que d'abord, on a besoin côté assurance maladie de se créer une cohérence sur ce sujet santé environnementale, et ensuite, en effet, ça doit venir infuser l'ensemble de nos fils rouges, ce dont on vient de parler, les maladies cardiovasculaires, la maladie rénale, tous ces sujets-là, ils devront être infusés par cette politique de transformation écologique du système de santé. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'une définition d'abord de notre champ d'action et ensuite de voir comment on l'intègre à l'ensemble de ces fils rouges. Comme c'est un nouveau chapitre, je pense que c'était bien de l'isoler, mais en effet, après, il faudra l'intégrer dans toutes nos réflexions. C'est l'objectif. Ouais. Écoutez, vraiment merci. Merci à Xavier. On ne s'était pas consulté du tout et pas coordonné, mais c'est vraiment une question, c'est vrai, qui nous passionne chez NIL. Donc, la question de One Health, de toute façon, on y reviendra et c'est vrai que c'est très intéressant de connaître la position de l'assurance maladie par rapport à tous ces enjeux. On arrive à la fin du Café Nil. Est-ce que vous avez un dernier mot, si vous voulez, pour conclure? Marguerite? Non, mais écoutez, vous remercier et puis vous présenter nos excuses aux personnes qui ont posé des questions et à qui on n'a pas pu répondre. Éventuellement, si vous voulez qu'on fasse une petite réponse écrite aux dernières questions, on peut le faire. En tout cas, on se tient à votre disposition pour la poursuite de ces échanges. Voilà, si vous le souhaitez, c'est important pour nous de faire la promotion de ce rapport et d'avoir une oreille attentive de votre part et de la part des acteurs du secteur, parce que voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de données, qu'on a besoin de se rattacher à ces éléments scientifiques, à toutes ces démonstrations qui sont faites sur la preuve. Et donc, voilà, plus que jamais, on a besoin que nos études ne soient pas, en tout cas, soient comprises et puis soient diffusées pour permettre à d'autres de construire des politiques publiques dessus. Bah, écoutez, vraiment merci. Excellente fin de soirée. On a à peu près respecté les timings.
Comme d'habitude, j'essaie d'être un gardien du temps efficace. C'est vrai que, désolé pour les dernières questions, mais malheureusement, il faut aussi qu'on s'arrête. Il y a une vie personnelle après la vie professionnelle. Merci Marguerite, vraiment très sincèrement, et Grégoire aussi pour ces explications très claires. Je crois que tout le monde est ravi de ce moment passé avec vous et on a besoin de pouvoir, on compte sur vous pour l'année prochaine pour justement suivre ces différents fils rouges et que vous nous expliquiez un peu la politique de l'assurance maladie avec toutes ces propositions que vous avez pu faire et dont vous venez de nous parler. Merci encore et très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir.